Vladimir Poutine s'était récemment dit ouvert à négocier avec l'Ukraine, mais sans Volodymyr Zelensky. Or, cette semaine, Zelensky, lui, s'est déclaré prêt à négocier directement avec Poutine. Alors, en parallèle à tout ce bazar et à toutes ces déclarations, le plan de Donald Trump ayant pour objectif de mettre fin à la guerre s'apprêterait à être dévoilé. Alors, est-ce que l'on se rapproche d'une trêve, voire de la paix entre l'Ukraine et la Russie? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour, exceptionnellement en voix off et donc sans la caméra aujourd'hui, c'est vendredi. Je le disais donc, les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie n'ont jamais été aussi proches, ou en tout cas, le sujet est de plus en plus sur la table. Et chose rare donc, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même affirmé être prêt à discuter en direct avec le président russe Vladimir Poutine. Et c'est un changement de posture assez radical par rapport à la posture qu'il avait tendance à adopter depuis le début du conflit, à savoir refuser catégoriquement de négocier avec la Russie tant que le territoire ukrainien n'était pas entièrement libéré de l'armée russe. Alors d'où ça vient? Eh bien en fait, dans un entretien diffusé sur la chaîne YouTube Piers Morgan Uncensored, il a notamment évoqué un format avec 4 participants. Alors on peut imaginer que ces 4 groupes pour les négociations, ce serait l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et potentiellement l'Union européenne, même si on peut imaginer aussi d'autres pays, par exemple la Turquie, qui depuis le début de la guerre essaie d'être un intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie. Alors ce changement de posture du côté de Zelensky, il peut s'expliquer notamment par les difficultés qui sont rencontrées par l'armée ukrainienne qui continue à reculer sur le front. Les forces russes ont réalisé des avancées notables, notamment dans la région de Donetsk en Ukraine. Elles continuent donc à grappiller du territoire ukrainien et l'armée ukrainienne n'arrive pas donc à les repousser. Côté russe, il faut savoir que Vladimir Poutine a déclaré plusieurs fois être prêt à négocier seulement si l'Ukraine acceptait certaines revendications, à savoir renoncer à rejoindre l'OTAN, qui est donc cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. Et en plus de ça, ils souhaitent conserver les régions qu'ils ont annexées les 3 dernières années, en plus de la Crimée qui a été annexée en 2014. Sauf que jusqu'ici, l'Ukraine n'était absolument pas ouverte à céder ses territoires. A priori, cette ligne n'a pas changé aujourd'hui, mais il faudra voir à quoi vont ressembler les discussions et les négociations si elles s'ouvrent dans les prochains mois. En tout cas, l'Ukraine a annoncé ce mardi avoir échangé avec les États-Unis. Il y a donc des discussions en cours, potentiellement pour une rencontre à terme donc entre les deux chefs d'État, même si vous l'aurez compris, on en est quand même relativement loin. Mais quel serait le rôle des États-Unis dans ces négociations? Eh bien en fait, tout cela quand même se précise puisque Donald Trump prévoit de présenter un plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il prévoit de le présenter lors de la conférence de Munich sur la sécurité qui se tiendra du 14 au 16 février. Pendant sa campagne présidentielle, Trump avait affirmé à plusieurs reprises qu'il comptait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures s'il était élu. Alors ces propos, vous l'imaginez, avaient beaucoup fait réagir. Sans surprise, la guerre n'est pas terminée en 24 heures. Cependant, ses conseillers ont donc récemment reconnu que parvenir à un accord de paix pourrait prendre plusieurs mois, voire encore plus longtemps. En tout cas, la posture de Donald Trump semble en tout cas officiellement plutôt plaire à Volodymyr Zelensky, qui a déclaré il y a quelques semaines lors d'une interview que le président américain était, je cite, décisif dans cette guerre et qu'il pouvait aider l'Ukraine à arrêter Poutine, notamment car, je cite, Trump est fort et imprévisible. Il faut savoir que Trump a déjà menacé la Russie de nouvelles sanctions si la Russie ne s'engageait pas dans des pourparlers et dans des discussions bientôt avec l'Ukraine. Alors maintenant, il faut quand même apporter beaucoup de nuances à ces propos donc de Zelensky envers Trump. En effet, il faut garder en tête que aujourd'hui Zelensky a besoin des États-Unis. Il dépend véritablement de l'aide militaire américaine et le président ukrainien a probablement compris qu'il avait tout intérêt à se rapprocher de Trump pour éviter que le président américain ne prenne une décision contre lui. C'est là aussi toute la complexité en fait de la situation. Il faut savoir que beaucoup d'Ukrainiens se sentent dans une posture extrêmement délicate et extrêmement difficile. Avec Joe Biden comme président, certes, il disposait d'une aide militaire et d'une aide financière très importante pour résister, sauf que en réalité, et on le voit sur le terrain, cette aide, elle n'était pas suffisamment importante pour que l'armée ukrainienne arrive à repousser l'armée russe, d'où le sentiment qu'ont beaucoup d'Ukrainiens d'assister ces derniers mois à une sorte de mort lente de l'Ukraine. Ici, dans le cas des républicains et dans le cas de Trump, la situation est beaucoup plus imprévisible en quelque sorte. On sait que les républicains ne sont pas favorables au fait de continuer à livrer massivement de l'aide à l'Ukraine. Autrement dit, on peut supposer que Zelensky a compris qu'il n'aurait pas de la part de Trump une aide militaire massive. Il se tourne donc vers la seconde option, à savoir donc des négociations qu'il espère en sa faveur. Alors rapidement, en quoi consiste ce plan de Trump? Il vise à instaurer déjà un cessez-le-feu et à engager donc des négociations de paix entre les deux pays. Alors les médias ukrainiens, mais aussi certains médias du monde entier, estiment qu'il y aurait un gel du conflit selon les lignes de front actuelles. On ne sait pas exactement ce
que ça voudrait dire en fait pour les territoires ukrainiens qui sont occupés aujourd'hui par la Russie. Est-ce qu'ils resteraient dans un statut indéterminé? Est-ce qu'ils deviendraient russes? Et est-ce que réellement l'Ukraine serait prête à renoncer à une si grande partie de son territoire? Mais ce plan, selon les révélations qui ont été faites par plusieurs médias, il fournirait aussi à l'Ukraine des garanties de sécurité pour empêcher de futures attaques de la Russie. En revanche, attention, l'Ukraine devrait rester neutre et renoncer à son adhésion à l'OTAN. Par ailleurs, les sanctions occidentales contre la Russie seraient progressivement levées et donc supprimées. Pareil, sur la question de l'OTAN, à voir quelle est la posture de Zelensky sur ce sujet, sachant que typiquement le 1er février, il a déclaré qu'il souhaitait poursuivre l'intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Alors du côté russe, il n'y a pas eu énormément de déclarations pour le moment, simplement on sent une forme de vigilance du côté de la Russie. Ce qui est sûr, c'est que ces négociations de paix, elles pourraient permettre à la Russie de soulager son économie qui a été mise à rude épreuve par ces 3 ans de guerre. Alors certes, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, la Russie a développé de nombreux partenariats économiques avec d'autres pays, notamment certains pays en Asie et notamment la Chine. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que la Russie affiche une croissance de 3,6% en 2024. Et pour nuancer ce chiffre, il faut savoir que 40% du budget de l'État est aujourd'hui consacré à l'industrie de la défense. C'est donc une forme de stimulation artificielle de l'économie. Et cette stratégie, qui mobilise une partie importante donc de la population, elle pénalise finalement d'autres secteurs en parallèle. En tout cas, les États-Unis, comme la Russie, ont déclaré qu'ils étaient en train d'organiser une rencontre entre Trump et Poutine, soit pour février, soit pour le mois de mars. On suivra évidemment ce qu'il en est. Au passage, je tiens à le dire, pour tous ceux qui suivent ce format en version podcast ou alors pour tous les nouveaux, on va maintenant regrouper nos interviews, donc les interviews qu'on publie de plus en plus sur notre chaîne YouTube des grands formats. On les publie aussi désormais directement sur un seul flux de podcasts, plutôt que d'avoir plusieurs podcasts. On va donc tout regrouper progressivement sur un seul podcast. C'est plus facile pour vous, ça permet de recevoir et les interviews et les actus du jour. Peut-être aussi qu'on va y intégrer les actus pop. Pour du coup suivre tout ça, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous allez pouvoir le suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour ma petite recommandation culturelle de la semaine. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi un texte qui durcit les conditions du droit du sol dans le département d'outre-mer de Mayotte. Le droit du sol, c'est un principe selon lequel une personne acquiert la nationalité d'un pays simplement en y étant née, peu importe la nationalité de ses parents. Mais ces dernières années, face à une immigration clandestine importante à Mayotte, notamment en provenance des Comores, qui est un archipel voisin, les conditions d'obtention de la nationalité française ont déjà été durcies. Depuis 2018, il existe une dérogation à Mayotte. En gros, il faut que l'un des deux parents ait au jour de la naissance été présent de manière régulière en France depuis au moins 3 mois. Et donc le texte voté ce jeudi et porté par les Républicains élargit cette condition aux 2 parents et étend la durée nécessaire de leur présence régulière sur le territoire français à 3 ans. Sauf que ce texte, qui doit encore être voté par le Sénat, est loin de faire l'unanimité. Les députés de gauche jugent cette mesure indécente et selon eux, elle ne respecte pas les valeurs de la France. De son côté, Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui a voté cette loi, estime que c'est un signal pas suffisant. Elle souhaiterait aller plus loin en abolissant totalement le droit du sol à Mayotte. À noter que ce jeudi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a suggéré un débat national à ce sujet, soutenant l'idée d'une modification de la Constitution, donc la norme suprême en France, pour permettre de réformer l'accès au droit du sol. De son côté, François Bayrou a annoncé dans une interview sur RMC ce vendredi vouloir un débat public plus large sur qu'est-ce que c'est qu'être français. Deuxième actu, la coordination rurale, le deuxième syndicat agricole français, réputé proche de l'extrême droite, a réalisé un score historique lors des élections des chambres d'agriculture, dont les résultats définitifs sont attendus dans le week-end. Ce sont des élections organisées tous les 6 ans en France et qui permettent aux agriculteurs et aux autres acteurs du secteur de choisir leurs représentants. Alors pour le moment, le dépouillement est toujours en cours, mais la coordination rurale a déjà affirmé avoir remporté au moins une quinzaine de chambres d'agriculture, contre 3 auparavant. Le président de la FNSEA, qui reste le premier syndicat agricole français, a indiqué prendre acte de la percée historique de la coordination rurale, qui est selon lui le symptôme d'une colère à cause de l'importante crise agricole. À noter que pour ces élections, la FNSEA s'est alliée avec un autre syndicat, les jeunes agriculteurs. Cette alliance reste majoritaire et elle devrait arriver en tête dans 80% des départements. Troisième actu, on vous en parlait hier, mais finalement il y a eu un retournement de situation. Le ministre de l'économie a annoncé ce jeudi soir la suspension de la baisse du seuil d'exemption de TVA pour les micro-entrepreneurs. Il était prévu d'abaisser le seuil de chiffre d'affaires annuel à partir duquel les auto-entrepreneurs ne payent plus de TVA à 25 000 € contre 37 500 € auparavant, obligeant donc environ 250 000 auto-entrepreneurs supplémentaires à collecter la TVA. Mais cette mesure
mesure, elle est fortement critiquée par l'opposition et les fédérations des petites entreprises. Résultat, le gouvernement a donc annoncé une concertation afin de l'ajuster si nécessaire. Je vous renvoie à nos actus d'hier si vous voulez en savoir plus. Quatrième actu, Donald Trump a signé ce jeudi un décret qui prévoit des sanctions contre la Cour pénale internationale. La CPI, c'est une institution judiciaire internationale créée pour juger les personnes accusées des crimes les plus graves, comme le génocide, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre. Et donc concrètement, ce décret interdit aux dirigeants, aux employés, aux agents de la CPI ainsi qu'aux plus proches membres de leur famille d'entrer aux États-Unis. Le texte prévoit aussi de geler leurs avoirs dans le pays. En fait, Donald Trump accuse l'institution d'avoir, je cite, abusé de son pouvoir. Il dénonce notamment un mandat d'arrêt que la CPI a émis contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui sont soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour la guerre à Gaza. De son côté, la CPI a condamné les sanctions américaines et s'est engagée, je cite, à continuer à rendre justice dans le monde. À noter que ni les États-Unis ni Israël ne sont membres de la CPI. Cinquième actu, les Émirats Arabes Unis vont construire en France un campus dédié à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée ce jeudi. En fait, un accord de partenariat sur l'IA a été signé ce jeudi à Paris en présence d'Emmanuel Macron et du président émirati. Il s'agit du premier grand investissement annoncé à l'occasion du sommet sur l'IA qui s'est ouvert ce jeudi à Paris et qui se tiendra jusqu'au 11 février. Et donc ce campus, dont la localisation précise n'a pas encore été définie, devrait comprendre un data center géant, donc une infrastructure remplie de serveurs qui stockent et gèrent toutes les données qu'on utilise sur Internet, comme les vidéos, les jeux et les réseaux sociaux. Ce data center devrait surtout permettre de couvrir les besoins nécessaires à l'intelligence artificielle qui consomme énormément d'énergie pour effectuer des calculs toujours plus complexes. D'après l'Élysée, ce campus, qui devrait être le plus grand en Europe consacré à l'IA, représente des investissements estimés entre 30 et 50 milliards d'euros. Et on finit avec une bonne nouvelle, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés par la Sécurité sociale à partir du 1er décembre 2025. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron sur TikTok ce jeudi. En France, environ 1 million de personnes utilisent un fauteuil roulant selon l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé. Pour vous donner une idée, un fauteuil manuel peut coûter jusqu'à 10 000 euros et un fauteuil électrique jusqu'à 50 000 euros. Actuellement, l'assurance maladie rembourse jusqu'à 600 euros pour les fauteuils manuels et jusqu'à 5 200 euros pour ceux qui sont électriques. En tout cas, la liste des fauteuils éligibles au remboursement a été publiée ce vendredi. On vous met le lien en description. Merci beaucoup Léa. Alors ma recommandation culturelle de la semaine dernière, il me semble que je vous ai parlé du film Je suis toujours là, qui est absolument excellent et que je vous recommande toujours, un film brésilien. Mais l'autre film que je voulais vous recommander cette semaine, c'est le film Better Man. Vous en avez très sûrement entendu parler. C'est le biopic sur Robbie Williams, donc le chanteur et l'artiste britannique. Alors je suis peut-être un petit peu biaisé parce que j'ai grandi avec un père anglais qui nous faisait écouter du Robbie Williams quand on était petit, mais tout de même j'ai trouvé le film vraiment très bien et c'est une approche assez particulière et originale puisqu'ils ont décidé de représenter Robbie Williams avec un singe. Bref, le film s'appelle Better Man et il est en ce moment au cinéma. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Rendez-vous donc ce week-end pour une nouvelle interview. Elle est aussi disponible sur notre format podcast, je le disais. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à lundi pour le retour des actus.